Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble, ravi de vous accueillir pour votre rendez-vous de la laïcité. De mars à mai 2022, la Cité Miroir accueille un cycle d'activités autour de 2 expositions photos sur la retirada, la retraite comme on dit en espagnol, Chemin de l'exil de Philippe Gossot et Le sang n'est pas haut de Pierre Gonor. Une plongée dans un pan de l'histoire méconnu et une opportunité de réflexion sur les liens, les similitudes et les différences avec les exils passés et présents. Une organisation des territoires de la mémoire en partenariat avec l'association 24 août 44 de Paris. Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizat. Lors de l'hiver 1938-1939, des milliers de républicains espagnols fuient la dictature de Francisco Franco et la guerre civile. Des soldats, des civils, des hommes, des femmes et des enfants prennent ainsi le chemin de l'exil et rejoignent la France par les Pyrénées. Cet épisode de l'histoire est appelé la retirada, la retraite. Les exilés espagnols arrivent dans le sud de l'Hexagone, sur les plages où aucun dispositif n'avait été mis en place pour les accueillir. Ils sont forcés de dormir à même le sable et sont amenés à construire eux-mêmes des baraquements, des camps de concentration surveillés par des gendarmes français qui ne seront pas tendres. Libre Ensemble a visité cette exposition à la Cité Miroir en compagnie de Véronique Salou et d'Aimable Marcellan, membres de l'association du 24 août 44. Je m'appelle Aimable et je fais partie donc de l'association 24 août 1944 et mes parents ont passé la frontière en février 1939. D'accord. Et vous ? Et moi, je m'appelle Véronique, donc je suis aussi membre de l'association 24 août 1944. On est tous les deux membres fondateurs, d'ailleurs. Et moi, c'est mon père. Mon père était dans la colonne de Roti. Il a fait la guerre, la guerre sociale en Espagne. Et il a passé la frontière en février 1939. Et puis, lui, il a été déporté à Mauthausen. En fait, on a créé cette association parce que nous voulions mettre en évidence la date du 24 août 1944, notamment pour les 70 ans de la libération de Paris, donc en 2014, parce que le 24 août 1944 rentre dans Paris une compagnie d'éclaireurs qui est envoyée par le général Leclerc, qui est le commandant de la 2e DB. Et il envoie ses hommes sur Paris pour prévenir les résistants parisiens que la 2e DB rentrera le lendemain pour soutenir justement l'insurrection parisienne contre l'armée allemande. Et cette escouade est composée de républicains espagnols et donc des hommes de la Nueve, entre autres. Voilà. Et donc, c'était une histoire qui a été complètement oubliée, notamment de par la position à la fois du commandant des forces françaises libres de Gaulle et puis aussi par les résistants communistes français, parce qu'il fallait, compte tenu de la collaboration de Pétain et donc de la position de la France pendant la Seconde Guerre mondiale, il fallait absolument faire de la libération de Paris une victoire franco-française, de façon à pouvoir asseoir la résistance française et que la France puisse être à la table des Alliés à la fin de la guerre. L'exposition en noir et blanc qui représente des photos qui ont été prises en 1939 par Philippe Gossot. Et puis autour du bassin et aux alentours de cette exposition en noir et blanc, l'exposition Gonor. Ce sont des photos prises en 2019. Elles concernent soit des survivants du passage de la frontière, soit des photos de leurs enfants. Voilà. Et donc on a voulu présenter ces 2 expositions ensemble parce que, comme on le verra, sur les photos en noir et blanc, il y a des photos de foules, etc., ou dans les camps, etc. Mais ces foules représentent des individus 1 + 1 + 1. Et donc, à travers les photos récentes, contemporaines, on a un écho des traces de cet exode de 1939. Voilà. Cette série de photos-là, elle est aussi magnifique parce qu'on voit
on voit en fait ce jeune homme là qui s'arrête et qui se repose, et puis tout d'un coup il tourne la tête et il se sent un petit peu observé. Puis là du coup il pose carrément pour le photographe, et c'est vraiment, on sent qu'il y a une relation entre ces réfugiés et puis le photographe, parce que ça n'est pas qu'un photographe qui vient, qui met son appareil et puis qu'après ils verront plus. C'est quelqu'un qui côtoie en permanence et puis qui est venu les aider, quoi. Et il y a une certaine dignité dans la façon de se tenir, la façon dont ils passent la frontière. Nous venons d'entendre Aimable Marcellan et Véronique Salou, présidente de l'association 24 août 44 de Paris. Et nous accueillons ici, autour de ces micros, deux invités pour en parler justement. Julie Mignolet. Bonjour. Et Cédric Bonnen. Bonjour. Vous êtes tous les deux délégués au service projet des territoires de la mémoire. On vient d'entendre Véronique et Aimable donc évoquer en début d'émission cette retraite, cette retirada. Pourquoi avoir voulu évoquer cela, Julie ? Tout d'abord, il y a la dimension historique, bien sûr. Donc, au territoire de la mémoire, on travaille assez souvent sur différents faits historiques. C'est une histoire, vous l'avez dit, qui est très peu connue. Donc, ça vaut la peine de la mettre en avant, de la faire connaître. D'autant plus que je pense qu'elle peut nous amener pas mal de choses pour les réflexions sur l'actualité. Donc, l'engagement républicain était un engagement qui était antifasciste, par exemple. Donc, à partir de là, quand on voit la montée de l'extrême droite de nos jours, évidemment, l'histoire ne se répète pas. Les partis d'aujourd'hui ne sont pas les partis d'hier, mais il y a peut-être une inspiration à trouver dans les luttes du passé pour renouveler celle d'aujourd'hui. C'est une première chose. Et puis notamment la notion de l'exil aussi, qui est forcément, la retirada, c'est un exil qui est assez impressionnant. 500 000 personnes qui passent la frontière en à peine quelques semaines. Ça peut aussi, je pense, nous inciter à nous poser des questions sur ce qu'a été l'accueil à l'époque et ce qu'il est aujourd'hui. D'ailleurs, Cédric Bonnen, vous étiez loin de vous douter quand vous avez programmé ces deux expositions avec l'association 24 août que l'actualité serait aussi brûlante et il y aurait autant de similitudes entre ces expos-là et ce qui se passe aujourd'hui. L'actualité dépasse parfois la réalité. Oui, et c'était pas prévu du tout. Mais c'était des questions qui ont été abordées par les publics qu'on a rencontrés, que ce soit dans le cadre des visites liées aux deux expositions ou même dans le cadre des visites des publics scolaires dans notre expo permanente Plus jamais ça. C'est vraiment arrivé sur la table. Alors Julie en parlait tout à l'heure, l'exil c'est vraiment une question intemporelle. Il y a les exils d'hier, il y a les exils d'aujourd'hui, pas toujours pour les mêmes raisons. Maintenant on a très peu de recul aussi par rapport à ce qui se passe en Ukraine pour le moment, donc c'est très délicat d'en parler avec assurance. Je crois que la priorité à donner est vraiment sur la question de l'accueil qui en est fait aujourd'hui, comme l'accueil qui avait été fait à l'époque, d'essayer de voir les similitudes, les différences. Les exils ne sont pas toujours les mêmes, c'est pas toujours les mêmes raisons qui poussent ces personnes à quitter leur pays, leur chez eux. Le lieu commun, c'est la souffrance humaine liée à ces exils. On voit sur ces clichés en noir et blanc qui sont d'une rare qualité en plus, qui sont vraiment très beaux, même si on peut parler de beauté évidemment ou d'esthétisme dans une photo, mais ce sont des photos de camps, de concentration, donc on concentrait les gens, évidemment, et le but n'était pas de les exterminer, loin de là, mais ça rappelle forcément tous les camps que l'on a pu voir depuis 2015 ici en Italie, en Grèce ou aujourd'hui en Ukraine ou à la frontière avec la Pologne. C'est quand même criant de vérité. On a l'impression que l'histoire se répète. Alors même si Julie ne veut pas que l'histoire se répète et plus jamais ça, comme on dit au territoire, c'est quand même étonnant. Alors le plus jamais ça... Pour moi, il n'est pas utopique, ou en tout cas, je ne le veux pas utopique. Je le vois plus comme un objectif à atteindre, ou en tout cas un idéal à atteindre. Je pense aux rescapés des camps nazis, qui ont été les premiers à lancer ce plus jamais ça. Je pense qu'ils en étaient convaincus, d'une certaine manière, même si l'histoire nous a montré qu'il n'a jamais eu lieu. Il y a eu d'autres conflits, il y a eu d'autres génocides, il y a eu d'autres exils de tout genre. Mais je pense qu'on est encore suffisamment nombreux aujourd'hui à
à tendre vers ça, ou en tout cas à travailler pour aller dans ce sens-là. C'est un peu le boulot des territoires de la mémoire aussi, avec le travail de mémoire. Donc on essaie d'aborder des faits du passé pour essayer d'induire aujourd'hui des éléments qui permettent au public de réfléchir à aujourd'hui, de rester vigilant par rapport à ce qui nous entoure aujourd'hui, que ce soit dans la société, dans les écoles, dans les familles, dans tout ce qui peut être entendu à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, continuer à développer l'esprit critique. Ça, c'est très important, et d'essayer de tendre vers ce plus jamais ça. On vous donne des outils, c'est à eux à y réfléchir aussi et à pouvoir les prendre en main. Notre boulot est d'essayer de les aiguiller pour aller dans ce sens-là. Et heureusement, je pense qu'on a encore une majorité à vouloir respecter la démocratie, à vouloir ce plus jamais ça, à se battre pour les libertés individuelles, à se battre contre les injustices de toutes sortes. Donc voilà, j'ai envie de rester confiant par rapport à ça, mais le plus jamais ça en tant que tel... Oui, c'est pas évident, hein, c'est pas aussi clair que ça. Julie Mignolet, comment s'est passée la collaboration avec l'association 24 roues justement de Paris? Comment les connaissiez-vous? Pourquoi avoir eu cette envie de parler plus spécifiquement de ce pan de l'histoire, donc de l'Espagne? Est-ce que c'est parce que quand on montre, quand on fait référence au passé, au plus jamais ça, que c'est ce qui s'est passé à côté de chez nous finalement, c'est entre l'Espagne et la France, donc ça nous touche. On dit beaucoup ça aussi pour le moment des réfugiés ukrainiens, parce qu'il y a les bons réfugiés ukrainiens, parce qu'ils nous ressemblent un peu plus, ils ont la même couleur de peau que nous, que les Afghans, les Yéménites, les Syriens. On fait quand même une différence entre eux. Alors bon, il ne faut pas faire ces différences, mais c'est clair que ça touche plus, parce que les jeunes que vous recevez ou que vous guidez, ou même les moins jeunes, se disent « Mais enfin, c'est l'Espagne, c'est la France. Pourquoi les Espagnols étaient mis en camp de concentration à la frontière comme ça? Comment l'accueil s'est si mal déroulé, en tout cas a été si dur ?» Comment s'est fait cette jonction avec l'association 24 routes? C'est pourquoi avoir parlé de l'Espagne? Alors la jonction avec l'association 24 août, ça fait plusieurs années qu'on les connaît en fait. Donc ça a commencé, je pense, par un contact entre un membre de notre conseil d'administration qui s'appelle Philippe Glessner et Véronique Salou, qui à l'époque n'était pas encore présidente de l'association vu que celle-ci n'avait pas encore été fondée. Donc il y a eu plusieurs activités. Je sais que certains d'entre nous se sont rendus à Paris pour les rencontrer, pour voir une des expositions qu'ils proposaient. On a eu divers contacts. On voyait qu'on se rejoignait au niveau des valeurs, au niveau des engagements. Donc à partir de là, on a eu la volonté de travailler ensemble. Des choses qui ont pu se faire, comme l'exposition No Pasaran, qui est une exposition itinérante qu'on propose au territoire de la mémoire. C'est grandement grâce à eux qu'on a pu la proposer. Et puis voilà, ici, il y a ce programme qui arrive. Ça faisait, je ne vous cache pas, un moment qu'on y travaillait. Donc on est très content de le voir arriver et on a beaucoup de chance de pouvoir compter sur le 24 août 1944 et sur pas mal d'autres associations aussi qui se sont joints à la programmation ou qui ont décidé, des structures qui ont décidé de nous soutenir dans ce cadre-là. Comment est-ce qu'on choisit les thématiques au territoire de la mémoire, à la Cité Miroir? Est-ce qu'il y a une vision, je vais dire, évolutive, large sur les années? Est-ce que c'est par thématique? Comment travailler finalement cette mémoire? On dit toujours devoir de mémoire, mais c'est mieux de dire travail de mémoire. Mais je crois que c'est un ensemble de choses. Il y a un peu les opportunités, il ne faut pas se mentir. Hein. Parfois, on a des choses à proposer et ça arrive au bon moment. Il y a les contacts qu'on a ici depuis déjà quelques temps. Maintenant, la thématique de l'exil, de la migration, ça fait des années qu'on en parle ici en Belgique. Ça fait des années qu'on voit bien qu'il y a des problèmes, des choses qui coincent, des choses qui font dénoncer. On en a dénoncé plusieurs au territoire de la mémoire, notamment les centres fermés, les visites domiciliaires. Donc ça nous restait, cette thématique-là, toujours un peu en pointillé, je vais dire. Et puis là, au fur et à mesure des discussions, en voyant ces deux expositions, il y avait clairement quelque chose à proposer, quoi. Donc on y est allé, avec grand plaisir. Cédric, c'est qu'il vaut mieux montrer ce qui s'est passé dans le passé, justement, pour notamment, je pense aux jeunes, avec lesquels vous faites aussi beaucoup de travail de groupe et de sensibilisation. Est-ce que c'est en montrant ce qui s'est passé, justement, qu'on peut les toucher sur l'avenir? C'est un point de départ. C'est pas pour moi l'élément principal. Il est important, donc partir d'un fait passé pour illustrer le propos qu'on va essayer de tenir, ou en tout cas ce qu'on va essayer de leur transmettre d'une certaine manière, sans avoir de bonnes réponses ou de bonnes paroles. On n'est pas là donneur de leçons. On est là pour les amener à réfléchir avec différentes pistes qu'on peut leur proposer. Maintenant, de plus en plus, et ça fait partie des discussions qu'on a entre nous aussi au niveau de l'association, c'est que on se rend compte que les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas forcément ce lien direct avec la Seconde Guerre mondiale, par exemple.
qui est quand même... je veux dire, il faut revenir aux origines aussi de la création des territoires de la mémoire. Elle a été créée par d'anciens résistants et d'anciens rescapés des camps nazis. Donc nous, on fait encore partie de cette génération qui a peut-être eu un lien direct via nos grands-parents généralement. Sûr, oui. Donc on en avait déjà entendu parler, il y a un passé familial, voilà, il y a un lien. Les plus jeunes qu'on rencontre aujourd'hui n'ont plus du tout ce lien-là. Et donc on se rend compte aussi que leur centre d'intérêt ou les problématiques qu'ils ont envie d'aborder ne sont plus forcément celles-là. Donc c'est à nous à trouver aussi des moyens... Nourrir ce lien par d'autres voies. Par d'autres voies. Alors ici, le projet espagnol, on reste dans la même génération, mais comme Julie le disait, l'exil, ça existe encore maintenant. L'accueil, c'est encore des sujets plus que d'actualité, j'ai envie de dire. On se rend compte à travers à travers les débriefings qui arrivent à la suite de la visite de notre expo permanente, que la question de la migration est importante, que la question du terrorisme est importante aussi. Les réseaux sociaux, ça rentre vraiment en ligne de compte. Et par exemple, nous, on a retravaillé avec le Conseil provincial des jeunes de la province du Luxembourg depuis quelques mois sur la thématique de la propagande, l'endoctrinement et l'utilisation, via notamment l'utilisation des réseaux sociaux. Donc c'est vrai qu'on est parti de nouveau du passé, puisqu'on a organisé avec eux un voyage à Mauthausen et Nuremberg, qui permettait d'aborder historiquement ces points-là, pour que leur travail à eux, en fonction de ce qui aura été appris, j'ai envie de dire, ou abordé pendant ce voyage, puisse être développé dans des petites capsules que eux vont réaliser au final et les communiquer via les réseaux sociaux. Donc c'est ça qui était intéressant aussi, c'est que eux vont travailler sur l'actualité et sur des sujets actuels, via peut-être un réseau qu'ils dénoncent peut-être d'une certaine manière, puisqu'il y a des dérives aussi au niveau des réseaux sociaux, la libération de la parole, on n'est pas face au groupe qu'on a envie de stigmatiser, donc c'est beaucoup plus facile, mais c'est un moyen de parler le plus largement possible aux jeunes notamment. De propagande, de tout ce qui s'est passé. Voilà, donc c'est un peu utiliser quelque chose qu'on peut critiquer, mais à bon escient pour montrer non, il y a encore moyen de l'utiliser correctement, de transmettre un message fort et clair via ces réseaux-là aussi. C'est toujours essayer d'arriver à quelque chose de plus concret pour eux aussi. Est-ce que justement, Julie, Cédric, les jeunes vous interpellent en vous disant « Mais enfin, comment ça se fait qu'on n'en parle pas ?» Donc, l'exposition en question, donc cette fuite des Espagnols vers la France. « Tiens, comment ça se fait qu'on ne parle pas de ça? Comment ça se fait qu'on ne l'apprend pas dans les livres ?» C'est plus tard qu'on se rend compte qu'effectivement, nos cours d'histoire aussi sont un petit peu dirigés, je dirais pas manipulés, c'est pas bien, mais que chaque État, chaque nation redessine un petit peu son histoire pour en faire un récit collectif qui parfois diffère de la réalité de ce qui s'est passé. Est-ce que les territoires de la mémoire sont aussi là pour dire aux jeunes, même aux moins jeunes, et ressortir, je dirais, des chemins d'exil qui auraient été oubliés ? Je pense que oui, dans une certaine mesure, c'est un de nos buts. Maintenant, au niveau vraiment de la réaction des jeunes, c'est justement une histoire qui est tellement loin d'eux qu'il faut déjà un peu de temps pour l'assimiler. Donc ils sont plus, le temps est long, donc est loin d'eux, même si la distance est proche. Voilà, parce que 1975, il y en a peut-être qui ont des parents, des grands-parents qui sont allés en vacances en Espagne ou qui ont peut-être certains liens même familiaux avec cette histoire-là. Maintenant, je pense ça prend effectivement du temps. Donc quand on les a, nous, en animation ou quand ils viennent faire les différentes visites, les différentes activités, je pense qu'il y a toujours un petit temps qui est nécessaire. On a parfois quelques réflexions, effectivement, un peu de surprise. Des parallèles aussi, par moments, avec, vous disiez l'actualité tout à l'heure, avec notamment l'exil ukrainien, on peut l'appeler comme ça, je pense, maintenant. Et donc voilà. Cédric, donc l'importance, elle est aussi dans l'encadrement. Une visite de ces expositions à la Cité Miroir, on peut se faire seul si on a le background nécessaire, mais quand même, notamment pour les jeunes, encadrer, expliquer, c'est évidemment un travail d'éducation permanente qui est très important au territoire de la mémoire. Ah, c'est nécessaire, c'est primordial et c'est ce qu'on essaye de mettre en place à chaque activité qu'on va mener, que ce soit des expos itinérantes, les expos chez nous à la Cité Miroir ou l'expo permanente, ou toutes sortes d'activités de tout genre. On sera toujours là derrière pour encadrer un maximum, être là en tant que personne ressource aussi. Et c'est pas une façon de diriger le contenu, mais c'est une façon de faire en sorte qu'il soit le mieux intégré possible. D'être vraiment là pour
pour donner un maximum d'infos, un maximum de cadrage, pour essayer de comprendre. C'est comme quand vous diffusez un film sur certaines thématiques, il faut toujours le cadrer avant, toujours une petite note explicative, et puis on est là pour en discuter après aussi. De nouveau, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça va susciter chez le public, quelles sont les interrogations qui vont intervenir après une visite d'expo chez nous, ou après la représentation d'un film. Je pense que dans le cadre de notre programme sur l'exil, on a diffusé justement vendredi, le temps passe vite, le film d'animation Joseph. Je veux dire, il y a eu une bonne dizaine de questions, me semble-t-il, qui sont arrivées sur la table après la projection. Donc on était en présence de l'ASBL, de l'association du 24 au 44. Donc des échanges se créent, c'est ça qui est important. Parce qu'il va y avoir le contenu que les publics pourront voir, mais il y a toujours un espace de parole qu'on essaie de mettre en place après. Pas forcément pour nous redonner du contenu à ce moment-là, pour pouvoir écouter les questions, pouvoir y répondre, ou pouvoir les amener à réfléchir simplement à ça et pas forcément répondre à leur place. Tu travaillez peut-être d'autres expos par la suite et de vous nourrir de tout ça. Qu'est-ce qui vous a marqué justement dans ces 2 expositions? Quelles sont les réactions du public qui ont commencé à visiter? Parce que elle est toute récente aussi, c'est depuis mars. Donc qu'est-ce qui ressort et qui vous a frappé, Julie? Moi, ce qui m'a frappé, peut-être plus personnellement, mais je sais que c'est partagé par quelques personnes qui ont visité également, c'est vraiment la dimension humaine de ces expositions. Donc il y a vraiment quelque chose qui passe très fort, même dans les photos, vraiment des camps, on est sur la plage d'Argelès, on sait qu'il fait immensément froid, on voit ces scènes qui sont catastrophiques, et vous avez dans le regard des gens qui sont photographiés, on voit la complicité qu'ils ont pu avoir pour certains avec Philippe Gossot, on peut voir dans les portraits aussi un certain nombre de choses, dans l'exposition Le sang n'est pas haut, qui apparaissent. Ce sont des portraits plus intimistes. Intimistes, oui, tout à fait. On voit vraiment l'humain. Je dirais que dans l'autre exposition, les deux vont de pair. C'est plutôt du général au particulier. Et puis qu'il y a un lien direct avec l'histoire. Donc on a plutôt la première exposition de Philippe Gossot, qui est vraiment une exposition, on va dire, historique. Donc c'est vraiment tel un reporter de guerre qui va photographier donc tous ces exilés. Et puis on a la réponse actuelle, ou la suite, avec l'expo de Pierre Gonor. Oui, elles sont peut-être plus intimes, mais c'est vraiment cette descendance de ces personnes qu'on a vues dans l'expo plutôt historique. Et donc c'est là qu'on voit toutes les implications que ça a eu. De la migration. Et de l'intégration. De l'intégration, et puis dans le patrimoine familial aussi. Toutes ces histoires de la descendance qui subit ou qui a subi d'une certaine manière aussi cet exil. Dont certains ne parlent jamais d'ailleurs, dans certaines familles. Et je suppose que les jeunes vous disent aussi, oui, mon grand-père ne m'a jamais raconté, que ce soit Espagne, Italie, Maroc, Tunisie. Voilà, tout cet héritage n'est pas forcément partagé dans les familles. Non, pas toujours. Or, c'est important, je pense, de pouvoir remettre des noms, des visages sur ce qu'on nous décrit beaucoup comme des chiffres, des étiquettes. Vous disiez tout à l'heure, bon migrant, mauvais migrant, être humain avant tout, ce sont des êtres humains. Donc ça, je pense que c'est une des forces des 2 expositions, c'est de pouvoir remettre un peu ça en avant. C'est ça qui ressort, vous sentez que c'est ça qui interpelle? J'espère. Toujours passer par l'humain, Cédric. C'est nécessaire. Dans la mémoire. C'est primordial. Julie parlait de chiffres. On peut donner des chiffres, mais je n'aime pas ce système de chiffres parce que ça déshumanise justement. Quand on va plus dans l'individu et qu'on voit un peu les histoires de chacun, alors ça emmène peut-être plus dans l'empathie. Alors est-ce que l'empathie est vraiment nécessaire pour mieux comprendre les choses ou pour s'en rendre compte? Il ne faut pas tomber dans le pathos, par contre. Mais oui, revenir à l'humain, c'est primordial. Même si, bien sûr, les chiffres sont tout à fait utiles aussi, mais parfois on a tendance à oublier qu'il y a des gens, je pense, concernés derrière certains faits, quoi. Il est évident que grâce à Véronique Salou qu'on a entendu ou Aimable Marcelin, l'histoire de ces milliers de républicains espagnols qui fouillaient la dictature de Franco ont pu renaître. C'est aussi ce que vous cherchez. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de chemins d'exil qu'on ignore? Est-ce que vous en avez débusqué, démasqué pour nous les offrir en prochaine exposition? Est-ce que vous êtes à la recherche de ça aussi? D'aller justement chercher des événements du passé et les sortir de l'oubli? Je pense que malheureusement, on ne peut pas vous faire de grandes promesses pour la suite, parce que là, voilà, il y a cette programmation-ci qui est en cours.
Et je ne sais pas trop bien où le vent va nous porter pour la suite. Maintenant, c'est sûr que si l'occasion se présente et qu'il y a des choses à apporter par rapport de nouveau à la réflexion qu'on peut avoir sur aujourd'hui, sur l'inspiration, sur la résistance, sur la citoyenneté qu'on souhaite pour demain, on sera évidemment très heureux de les proposer. Il y a malheureusement beaucoup de matière, on peut dire ça aussi. Malheureusement beaucoup trop. Bien sûr, oui. Après, c'est pas qu'on doit faire une sélection, parce qu'à la limite, on serait dans la même position que ceux qu'on condamne. On parlait de bons migrants, de mauvais migrants. Enfin voilà, si on fait une sélection par rapport à un sujet, à ce moment-là, c'est un parti pris. Bien sûr. Et il faudrait pouvoir parler de tous. Et est-ce qu'il faut un peu de recul? Est-ce que justement, parler et présenter des expositions maintenant sur l'Ukraine, c'est trop tôt? Est-ce que justement le recul est nécessaire, le recul de l'histoire, de l'historien est nécessaire pour expliquer, raconter, comprendre finalement? Je pense qu'il est nécessaire. Maintenant, il ne faut pas attendre 20, 25 ans, comme ça a été le cas pour certains autres conflits ou certains autres sujets. Il y a des choses qu'on peut dire sur le conflit russo-ukrainien à l'heure actuelle, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore un recul suffisant pour être pleinement affirmatif ou pleinement conscient de ce qu'on va annoncer. C'est même délicat quand on nous questionne justement pour le moment sur ce conflit-là ou sur la migration des Ukrainiens. Le chiffre est colossal par contre en si peu de temps aussi, donc de cet exode complètement massif. J'ai rappelé récemment à un certain groupe de jeunes que on se rappelait de la crise de la migration de 2014. Et c'est là qu'on revient de nouveau aux bons migrants ou aux mauvais migrants. Et je me dis, il n'y a pas si longtemps que ça, on pouvait être considéré comme étant illégal si on accueillait un réfugié chez soi. C'est pour ça qu'on avait dénoncé à l'époque aussi les visites domiciliaires. On avait fait passer une motion auprès des communes partenaires de notre réseau pour dénoncer ce projet de loi, qui heureusement n'a pas vu le jour au final. Oui, alors qu'aujourd'hui, ouvrez vos chambres d'amis, préparez les lits, voilà, accueillons. Mais de nouveau, avec quasi aucun recul, c'est difficile d'en parler clairement. Mais oui, parce que le geste est noble, évidemment, on ne va pas non plus refuser d'accueillir. Bien sûr. C'est pour ça qu'on préférait parler vraiment d'accueil au sens large, et que l'accueil devrait être le même pour tout le monde. Mais bon, c'est des sujets complexes et difficiles à débattre là en 5 minutes. En quelques minutes. Et pour terminer cette émission, j'avais envie de vous demander justement la mémoire, le travail de mémoire, le devoir de mémoire. Comment se fait-il dans un monde numérisé où finalement nos mémoires en un bug informatique pourraient disparaître? Cette fuite en avant justement de la temporalité et peut-être de la mémoire. Comment vous, au territoire, vous contrez cela? Est-ce que notre mémoire de demain ne devra pas un petit peu évoluer aussi? Est-ce que c'est une question qui vous préoccupe, justement, ça? La numérisation de tout, de toutes ces données, de tous ces chiffres. Est-ce qu'on aura encore besoin de notre mémoire demain ou finalement, non, tant pis, oublions? Je pense qu'on en aura toujours besoin demain. Maintenant, c'est sûr que la numérisation rend les choses compliquées. Pour tout ce qui est fake news, par exemple, les réseaux sociaux, etc., mais ça s'accélère. Il y a beaucoup de choses très contradictoires qui peuvent être entendues très rapidement. Moi, je pense que la clé, c'est vraiment de continuer à prendre le temps, de pouvoir se donner par moments des moments comme ça où on s'arrête un peu, on prend un sujet, on prend le temps d'y réfléchir et puis on démarre. Comme du slow journalisme, voilà, comme cette émission. On prend le temps pendant 30 minutes de discourir, Cédric. Après, il y a un avantage quand même à la numérisation, c'est par rapport à la disparition des témoins directs. Donc il y a toujours un peu un côté pile et un côté face aussi à ce genre d'aspect. Donc Julie avait tout à fait raison dans ce qu'elle développait et le travers que ça peut amener. Il faut toujours se poser les bonnes questions, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de s'instruire. Mais le côté numérique a permis aussi de sauvegarder pas mal de documents, de traces, de témoignages qu'on peut ressortir aujourd'hui. Votre travail est ô combien essentiel et malheureusement ou heureusement, il n'est pas prêt de se terminer demain. Vous avez encore beaucoup de pain sur la planche, mais voilà, il est important. Merci beaucoup Julie Mignonnet, Cédric Bonnen d'avoir été là. Donc une exposition, rappel, à la Cité Miroir organisée par les Territoires de la Mémoire et l'association 24 août 44 jusqu'au mois de mai, fin mai 2022, c'est ça? Jusque fin mai 2022, oui. Bon, courez voir cette expo parce qu'elle est magnifique. En plus, les photos sont vraiment superbes et puis c'est beaucoup d'émotions et très humain. Merci à vous. Merci aussi à ceux qui ont choisi de nous suivre ce soir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité. À très bientôt.